Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov ou sur lemediatv.fr. C'est une info qui est presque passée inaperçue dans le tumulte incessant de l'actualité. La semaine dernière, la Commission européenne a été condamnée dans l'affaire des SMS échangés entre le patron du producteur de vaccins anti-Covid Pfizer et Ursula von der Leyen. C'est à la suite d'une plainte de la journaliste du New York Times, Mativa Stevis, que le tribunal de l'Union européenne a donc estimé que la Commission n'avait pas le droit de refuser l'accès au contenu des échanges menés en pleine pandémie de Covid et qui fleurbont le conflit d'intérêts et l'empreinte des lobbies pharmaceutiques. Jusqu'au sommet donc de l'instance européenne, les révélations du journal américain avaient montré de surcroît que ces échanges s'étaient faits dans le cadre de négociations d'un important contrat d'achat de vaccins produit par Pfizer. Alors, est-ce l'affaire qui va faire tomber la puissante Ursula von der Leyen? On en parle avec un spécialiste des arcanes de la Commission européenne, l'ex-lobbyiste belge Frédéric Baldan est avec nous. Il a été le premier à attaquer Ursula von der Leyen en justice dans l'affaire dite du SMS Gate. Au cœur de l'actu, c'est parti. Bonsoir Frédéric Baldan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette seconde invitation. On vous avait déjà reçu en décembre dernier. Et puis en janvier, la justice belge a donc déclaré irrecevable une série de plaintes mettant en cause la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans les achats de vaccins anti-Covid négociés au nom de l'Union européenne. Vous faisiez partie de ces plaignants déboutés. Comment vous avez accueilli cette décision de justice ? Alors d'abord, il faut qu'on comprenne comment les juges de la Chambre des mises en accusation de Liège ont motivé cette décision. Donc en fait, il y a deux principes qu'ils ont appliqués, qui est d'abord que la corruption ne nous porte pas préjudice. Donc en fait, ils considèrent que la corruption, elle porte atteinte au budget de l'État et que l'argent de l'État, c'est pas le nôtre. Donc on n'en est pas préjudicié. Donc les personnes qui nous regardent apprécieront comment ils ont leur propre rapport à la puissance publique. Et le deuxième point qui est d'autant plus scandaleux, c'est que le juge dit la violation de nos droits fondamentaux n'a pas comme corollaire, donc n'implique pas nécessairement qu'on ait un préjudice. Et ça, c'est complètement contraire en fait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'un droit, s'il est fondamental, c'est justement parce que si on le viole, ça entraîne nécessairement une présomption automatique de dommage. Et donc la juridiction de Liège, pour protéger Ursula von der Leyen, parce qu'en fait, on avait un dossier dans lequel elle était acculée, a décidé en fait de faire le procès des victimes et de dire qu'elle n'était pas légitime, quelque part, à essayer de la poursuivre. Ce qui est intéressant, c'est que la question se pose quand même. Les infractions ont été commises, c'est-à-dire qu'on a une enquête de police dans le cadre de cette affaire. Donc on a ce qu'on appelle l'OCRC, donc l'Office central de la répression de la corruption, qui a enquêté sur cette affaire de SMS et de contrat avec Pfizer. Et donc les infractions, elles sont bien là. Le problème, c'est que pour pouvoir les poursuivre, si ce ne sont pas les victimes, donc il y avait des États membres, il y avait des avocats, il y avait des partis politiques, il y avait des gens de tous les horizons, des ONG, des parents qui ont perdu leur enfant d'effets secondaires. Alors, qui, pour le coup, avait subi le préjudice. Exactement. Donc, mais alors là, le tribunal était plus pervers en disant que vu que j'étais le premier à me constituer, il a considéré que toutes les personnes qui se sont constituées par la suite, par économie de moyens de la justice, parce que si on sait qu'une affaire est ouverte à un endroit, on ne va pas aller à Bruxelles ou à Gand ou à Paris, alors qu'on sait qu'il y a un procès qui se fait à Liège. Donc c'est assez logique que les États membres soient venus déposer leur plainte, en plus en ne la motivant pas de la même manière, en ne visant pas nécessairement les mêmes personnes, parce que moi j'ai attaqué Ursula von der Leyen à titre personnel, parce qu'elle est fonctionnaire, j'ai poursuivi une fonctionnaire qui m'a porté préjudice, mais j'ai pas par exemple au départ poursuivi le laboratoire. Il a été poursuivi par les États membres. Donc ça montrait bien qu'on n'avait pas un intérêt commun, on ne portait pas du tout le même genre de plainte. Et donc ce qui est intéressant, c'est que normalement,
si ce n'est pas les plaignants qui peuvent se plaindre, donc il faut quand même rappeler que les États membres, ils payent ces contrats. Donc il y a 35 milliards sur le 3e contrat de produits qu'on va mettre à la poubelle, qui ont été payés à Pfizer, ils sont payés par les États membres. Donc eux, ils sont bien victimes financièrement. Par donc, l'argent évident. Du contribuable. Exactement, avec l'argent du contribuable, et c'est défendu par les États membres eux-mêmes dans les audiences à huis clos. Et donc, qui pourrait éventuellement poursuivre? Le ministère public, donc l'État. Et en fait, là, on a un problème qui est, normalement, on a une juridiction nationale. Donc, nous, on a le procureur du roi. Vous avez le procureur de la République. Le procureur du roi, normalement, il doit demander, par exemple, à ce que Ursula von der Leyen et les autres soient inculpés. Et notre procureur du roi, il s'est effacé de manière complètement incompréhensible et pour nous illégale devant ce qu'on appelle le parquet européen. Alors le parquet européen, à l'heure actuelle, c'est pas un réel parquet et c'est pas un parquet indépendant. En fait, c'est comme le parquet de Madame von der Leyen. Donc en fait, c'est une agence de l'Union européenne qui tend à essayer de devenir une justice fédérale européenne, mais qui ne l'est pas à l'heure actuelle. Il n'y a pas de code pénal européen. Qui est différent de ce tribunal de l'Union européenne qui a décidé... Exactement. Donc en fait, ça, c'est le volet pénal et la CJUE, donc la Cour européenne de justice et le tribunal pour l'Union européenne, c'est la partie administrative. Et donc dans notre cas, dans le volet pénal, en fait, on a un procureur européen qui s'est immiscé, qui a récupéré un dossier, qui a des éléments secrets sur Ursula von der Leyen. Donc on a même déposé plainte contre le procureur à cause de ce dossier qui est secret. On sait qu'elle a enquêté sur le mari d'Ursula von der Leyen, mais qu'elle ne le dit pas. Elle ne l'a pas communiqué aux autorités belges. Et en fait, c'est un procureur qui n'est pas en indépendance par rapport à la Commission européenne, parce que la Commission décide de son budget de poursuite. La Commission lui confie son infrastructure informatique. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle a un pouvoir de révocation sur le procureur européen. Pour devenir un parquet européen, ils ont besoin, au niveau législatif, de l'appui de la Commission européenne. Il n'y a pas d'indépendance de cette structure vis-à-vis de la Commission. Absolument pas. Et en fait, ce qu'on a vu dans notre affaire pénale, c'est qu'à partir du moment où la police a suffisamment mis en cause Ursula von der Leyen avec des éléments qu'on lui a fournis, eh bien là, on voit apparaître le parquet européen qui dit on fait le procès des victimes, toute la procédure est illégale. Et en fait, on n'est jamais arrivé à avoir la moindre réponse sur que fait le parquet européen dans cette affaire. Normalement, le parquet européen, il a été créé pour les fraudes à la TVA, donc tout ce qui est en fait les fraudes entre les États européens, donc qui impliquent plusieurs États, et qui portent atteinte aux finances de l'Union européenne, donc des institutions. Mais là, c'est l'argent des États membres. Et donc en fait, on a quelque part une captation du pouvoir de la justice qui a servi à protéger Ursula von der Leyen. Et donc ça, c'est vraiment gravissime. Ce que vous avez évoqué en début d'émission, c'est l'affaire du New York Times. Donc en fait, c'est au départ une demande de transparence administrative. Donc moi, j'en effectue un certain nombre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la Commission européenne a pris une habitude, c'est de refuser presque tout avec des considérations qui sont délirantes. Donc quand le New York Times a demandé, en fait, avec le journaliste Fanta, la copie des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, il faut savoir que... Le PDG de Pfizer. Voilà, le PDG de Pfizer. En fait, d'abord, elle n'a pas à échanger par SMS. En plus, ce n'est pas un canal officiel. Donc, en fait, c'est pas en ses titres et fonctions qu'elle a pu négocier à ce moment-là. Et en plus, elle n'a pas de mandat. C'est rappelé par les États membres dans les audiences à huis clos. C'est qu'en fait, ils n'ont jamais donné mandat à Ursula von der Leyen pour négocier. Et donc, en fait, pour vous dire, il y a même une députée française qui a posé la question à la Commission européenne. Que faites-vous au regard du passé de Pfizer, le passé criminel, parce que l'entreprise a été multicondamnée pour corruption, pour falsification de données scientifiques, pour marketing frauduleux, pour versement de commissions occultes. Bon, ils ont un CV judiciaire assez intéressant. Et la Commission répond, en la personne de Stella Kyriakides à l'époque, donc la commissaire à la santé, répond au Parlement européen. Nous avons mis en place un comité d'experts et un comité de négociation. Alors, je ne vais même pas rentrer dans les détails il y a des lobbyistes de l'industrie au sein de ces comités. Peu importe. Mais là, Ursula von der Leyen, elle n'est pas en charge. Ces deux comités ont été mis en place pour éviter la corruption. Et sur le troisième contrat le plus grand, 35 milliards, Ursula von der Leyen a contourné les comités qui étaient mandatés par les États membres. Donc en fait, elle a agi hors de tout mandat et elle ne peut même pas avoir d'immunité. Alors c'est intéressant parce que dans les audiences qu'on a pu vivre, donc on a eu les avocats d'Ursula von der Leyen et les avocats, par exemple, d'Albert Bourla. L'avocat d'Ursula von der Leyen nous dit qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions.
Et on a l'avocate d'Albert Bourla, quand on lui dit, en ne donnant pas les contrats et en ne donnant pas les SMS, vous violez notre droit de transparence, son avocate dit, vous violez le droit à la vie privée de mon client. Mais ils ne sont pas censés avoir une relation privée entre eux. Donc là, il y a bien un problème. Et donc normalement, il y a un principe, c'est dans les droits fondamentaux. Donc en fait, si vous voulez que ce soit même en droit constitutionnel chez vous, en Belgique ou ailleurs, nous avons, comme citoyens, le droit à la transparence. Donc en fait, nous avons le droit de connaître l'action publique. Et donc, par défaut, un document, nous avons le droit de le consulter. Et nous ne devons pas expliquer pourquoi nous voulons le consulter. En fait, c'est un droit fondamental. Et alors après, il y a des motifs d'exception. C'est-à-dire, par exemple, un plan qui touche à la sûreté de l'État, par exemple, il peut être secret défense. Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait eu un cancer, qui aurait parlé de son cancer à l'État, éventuellement, et de données à caractère personnel. On peut comprendre ça, qu'il y ait des motifs d'exception, mais dans ce cas-ci, en fait, la Commission n'arrive pas à justifier pourquoi elle ne donne pas ses contrats, pourquoi elle ne donne pas ses messages. Alors, dans le cadre de l'affaire pénale, nous avons obtenu la copie de ces contrats. Donc, en fait, on voit que exactement comme dans l'affaire du New York Times, les arguments donnés par la Commission pour nous empêcher d'utiliser notre droit de transparence, en fait, sont complètement erronés ou faux. C'est mensonger. Donc, en fait, on a une Commission européenne dont le rôle, et c'est pas banal, dans les traités européens, c'est de garantir les droits fondamentaux. Sachant que Ursula von der Leyen avait joué une forme d'ambiguïté au départ concernant l'existence même de ces SMS. Tout à fait. Et donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on sait que... Alors, ce n'est pas vraiment des SMS, c'est des communications entre eux, il y en a eu. Albert Bourla a toujours la trace, donc on pourrait très bien le perquisitionner ou le citer à comparaître pour pouvoir obtenir ces messages. Hein. Donc, même si le procureur européen était sincère, il pourrait très bien arrêter Albert Bourla, il n'y a pas de problème, pour les obtenir. Ursula von der Leyen, nous, on conclut qu'elle les a effacés. Ce qui nous amène à dire, vu que ce sont des documents administratifs, elle a détruit des documents administratifs. D'ailleurs, elle était coutumière du fait parce qu'elle l'avait déjà fait en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle est passée de l'Allemagne, où elle était dans un scandale similaire de SMS qu'elle ne voulait pas fournir, à Bruxelles, en fait, elle a créé un domicile dans les locaux de la Commission européenne. Ce qui a pour effet, en fait, d'empêcher toute perquisition de son domicile. Donc là, on y voit vraiment un mode opératoire criminel. Ça veut dire qu'elle a fait en sorte de se mettre hors d'atteinte des services de police. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, en fait, cette sommation de la justice maintenant qui considère que la Commission n'a pas le droit de dissimuler ces échanges, c'est une première victoire pour vous et à côté aussi une forme de désaveu pour la justice belge. Alors je dirais que c'est d'abord la Cour européenne de justice. Nous lui avons demandé de suspendre Ursula von der Leyen déjà des mois avant. Et elle a utilisé quand même des procédés qui sont contraires au droit, des jugements qui étaient malhonnêtes pour protéger Ursula von der Leyen. Alors, ce qu'il faut vous dire quand même, en matière d'indépendance de la Cour, comme je vous l'ai dit, le Times a fait une audience le 15 novembre. D'accord. Et dans le cadre de cette audience, il y a une plaidoirie un peu ridicule de l'avocat de la Commission européenne qui n'arrive pas à dire si les SMS existent, s'ils n'existent pas. Il dit qu'il les a cherchés, mais il ne sait pas sur quel appareil. On lui demande quelle application a été utilisée, il ne sait pas. Donc vraiment là, mais on nous dit qu'on a cherché de manière approfondie, que la transparence, en fait, c'est un concept qui est décentralisé, chacun est responsable pour lui-même. Enfin, vous voyez le genre d'arguments qui sont complètement absurdes et idiots. Mais ce qui est intéressant, c'est que entre ce moment-là, nous avons eu en plus Ursula von der Leyen qui a légiféré au niveau de la Commission dans son propre intérêt. Elle a créé un règlement pour dire ces messages finalement sont des short-lived messages, donc en fait des messages qui n'ont pas vocation à être enregistrés parce qu'ils ne sont pas assez importants. Alors que normalement c'est un document administratif, qu'ils soit important ou pas, d'ailleurs ça change au fil du temps, on archive. Le lendemain elle avait audience pénale, donc elle s'est avantagée elle-même. Et ce qui est intéressant c'est qu'après ça, nous avons Ursula von der Leyen qui va quand même devant les juges de la CJUE prêter serment. Et qu'est-ce qu'elle fait comme serment ? Elle dit « Je jure de faire respecter et d'appliquer la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Précisément, le droit à la transparence, il est dans la charte. Et donc ça veut dire qu'elle s'est parjurée devant la CJUE, et la CJUE, elle était en plein délibéré de l'affaire des SMS. Et finalement, elle finit par conclure « Oui, en ne fournissant pas les SMS, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est collégialement, on a un collège de commissaires. D'abord, il y a Ursula von der Leyen qui a empêché l'enregistrement de ces messages, donc c'est déjà en soi un problème. Mais les autres commissaires, ils sont co-responsables du fait que
on n'est pas transmis et qu'on n'est pas enregistré. Donc il ne faut jamais oublier que les autres sont quelque part mouillés avec elle, mais parce qu'ils sont sous son autorité aussi. Donc je crois que celui qui moufterait aujourd'hui finirait par être éjecté de la Commission européenne. Alors la Commission, justement, peut encore former un recours en annulation si elle conteste cet arrêt de justice. Est-ce qu'on peut véritablement imaginer qu'Ursula von der Leyen lâche du lest et montre ses échanges aux journalistes, ou alors qu'elle avoue qu'il y a bien eu des échanges avec Albert Bourla? Mais ça, de toute façon, donc, leur existence, on n'a plus de doute. On a même des propos d'Albert Bourla. Ce qui m'étonne, c'est que le New York Times prétend les avoir depuis 3 ans, ne les a pas rendus publics, et même devant la CJUE, n'a pas évoqué le contenu de ces messages. Peut-être par peur de représailles de la part de alors, je ne pense pas qu'ils auraient esté en justice contre la Commission. Mais c'est intéressant parce que, de toute façon, en droit pénal belge, le fait de retenir ces messages de manière arbitraire, parce que moi j'en ai fait la demande, par exemple, j'ai demandé la copie de ces messages, je ne les ai pas obtenus, donc j'ai eu un refus au même titre que le New York Times. Donc maintenant on a une décision, donc on sait très bien que c'est illégal ce que fait la Commission. Mais quelqu'un qui connaît le droit de transparence ou un enfant de 5 ans à qui on explique les règles comprend que la Commission est en train de mentir et de prendre des décisions arbitraires et illégales. Donc là maintenant c'est évident qu'il y a au sens du droit pénal belge, une autre infraction qui est constituée, c'est l'atteinte arbitraire au droit de transparence. Et ça aussi, pour les fonctionnaires, théoriquement, c'est passible de peine de prison. Notre problème aujourd'hui, c'est, pour faire poursuivre ces infractions, nous avons besoin de tribunaux indépendants. Et en fait, les tribunaux aujourd'hui sont soumis au pouvoir politique et protègent les politiques. Ça veut dire qu'ils vont rendre des décisions qui sont absurdes, contraires au droit. Les magistrats eux-mêmes, nous on en a piégé ce que j'avais expliqué dans un livre, en fait le magistrat, 2 semaines après avoir rendu un jugement défavorable contraire au droit et à la jurisprudence, explique exactement le contraire dans une conférence qu'il donne à Bruxelles. Donc on voit bien qu'en fait, finalement, on a un régime d'impunité qui devient vraiment dommageable. C'est-à-dire que ça détruit le droit des citoyens à avoir accès à la vie publique, ça détruit le droit des journalistes à écrire une vérité factuelle. Et donc on est dans cette situation aujourd'hui parce que le pouvoir judiciaire n'est plus indépendant du pouvoir politique. Alors ce SMS Gate, c'est un peu le symbole aussi de la dérive de l'action des lobbies au sein de l'Union européenne et le flou qui entoure la transparence des processus décisionnels. Par exemple, je l'ai rappelé dans mon dernier entretien avec vous, je pense, il y a un cabinet qui s'appelle Hill & Knowlton, donc, qui est un cabinet de lobbying sulfureux, qui est en fait responsable de la manipulation sur les couveuses qui auraient été détruites par des soldats irakiens et les bébés qui auraient été tués pour en fait justifier la guerre du Golfe. En fait, ce cabinet a été payé par Pfizer pour intervenir pendant la crise Covid. Leur but, c'est de faire quoi? C'est de transformer le mot science en croyance religieuse. Et donc, en fait, vous avez les pro-vax, les anti-vax, et en fait, vous êtes croyant ou non-croyant, celui qui ne croit pas excommunié, le premier qui remet en cause, alors qu'il y aura des questions assez évidentes dans cette affaire sur, par exemple, la qualité de production des produits, sur les dates de péremption, sur éventuellement l'utilisation de produits périmés, donc le réemballage, ce genre de choses qui seront très intéressantes, parce que c'est ni pour ni contre. C'est une question de bon sens. Et donc, ce cabinet de lobbying, en fait, a fait des campagnes, donc une campagne par exemple qui s'appelle Science Will Win, et on pourrait s'attendre à ce que le lobby d'Albert Bourla, donc Pfizer, qui a payé ce cabinet, ils ont l'obligation de déclarer leurs prestataires. Hill & Knowlton, qui a été payé par Pfizer, a une obligation de déclarer son mandant. Donc normalement, ils auraient dû déclarer leur contrat. Ursula von der Leyen, quand elle se rend ou qu'elle participe à une activité de lobbying, en fait, elle déclare normalement son rendez-vous. Quand on va dans le registre de transparence, qui est l'outil prévu pour les lobbyistes ou pour les journalistes ou pour n'importe qui d'autre, les députés européens ou les fonctionnaires, pour essayer de contrôler qui est qui et qui porte quel intérêt dans les institutions, on se rend compte que personne n'a déclaré cette relation. Mais pourtant, moi j'ai des photos d'Ursula von der Leyen avec le slogan derrière elle, Science Will Win. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de maximiser les ventes de l'industriel. Ce qui est quand même peu commun, parce que normalement, ce qu'elle devrait faire, c'est défendre le droit à la santé de la population. Ça, c'est son rôle de fonctionnaire. Et c'est pas ce qu'elle fait. Elle défend l'intérêt de l'industriel. Et donc ça amène à la prise illégale d'intérêt. Et pourtant, malgré ce scandale entourant Pfizer, l'activité de lobbying du lobbying est très intense à Bruxelles. La semaine prochaine, vous me faisiez remarquer, Ursula von der Leyen doit recevoir le prix Charlemagne de la fondation Karl Zeiss, une fondation qui n'est pas déclarée dans le registre des lobbies, mais qui agit pourtant intégralement comme tel. Alors pour vous dire pourquoi cet exemple pour moi est très choquant, c'est que
en fait, cette fondation qui est basée à Aken, d'abord, elle n'est pas déclarée, comme vous le dites, dans le registre de transparence des lobbies. Moi, j'ai fait la recherche, je ne suis pas arrivé à trouver. J'ai demandé à la Commission européenne, pourriez-vous me donner la copie de la déclaration que vous avez consultée avant d'accepter ce prix pour la présidente. J'arrive pas à obtenir la copie de la déclaration dans le registre de transparence. Pourtant, il est obligatoire. Donc, c'est normalement pas possible pour la Commission d'interagir avec un lobby s'il n'est pas déclaré. Donc là, en fait, on viole les règles de manière consciente. Ce lobby lui donne des récompenses. Donc, encore une fois, c'est en gros flatter l'ego. Donc, c'est des stratégies de lobbying. On la met en valeur. Et une des raisons pour laquelle on lui donne une récompense, c'est le fait qu'elle a négocié les contrats d'achat avec Pfizer et qu'elle aurait bien géré la crise. Dans la note d'annonce du prix, il est mentionné le rôle de von der Leyen à la tête de la Commission européenne pendant la pandémie de Covid-19, donc son rôle déterminant, dit le prix. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a agi hors mandat de manière illégale en violant les traités européens, donc c'est quand même un peu singulier. Et l'annonce de ce prix, c'est là que c'est choquant, est arrivée au mois de janvier. C'est pas arrivé n'importe quand, c'est arrivé 5 jours avant le jugement. Et en fait, Aken, c'est juste à côté de Liège. Il y a des liens assez étroits entre les deux. Et donc, vous devez imaginer que cette fondation non déclarée, elle pose un problème évident, parce elle permet de faire une campagne de relations publiques, donc d'influence d'opinion publique, et donc les magistrats aussi, juste pendant le délibéré, donc avant qu'on reçoive le jugement. Et en fait, on a un problème qui est, elle est récompensée pour les faits mis en jugement. Et les juges, vous savez, en Belgique, ils prêtent un serment qui est je jure fidélité au roi, à la Constitution et aux lois du peuple belge. On a un procureur du roi, c'est toujours la famille royale a une importance institutionnelle importante chez nous. Et donc, en fait, la fondation Karl Sprace a un parrain, et c'est le roi des Belges. Comment le juge peut être serein quand il remet un jugement en sachant que madame est récompensée pour justement les faits qui sont en jugement à ce moment-là? C'est juste pas possible. C'est-à-dire que l'influence de ce lobby, c'est un scandale. En fait, elle aurait dû être suspendue. Et c'est ce qu'on avait demandé à la CJE, qui nous a sorti des prétextes à peu près les mêmes. Vous n'avez pas de dommages, pas de préjudice, votre dommage est collectif. Enfin, c'était quelque chose d'assez aberrant. Et en fait, Madame von der Leyen, c'est une fonctionnaire. C'est pas un politicien, elle n'est pas élue, elle participe à aucune élection, elle est désignée par un vote du Parlement. Et donc, normalement, en bonne pratique, il y a un code de conduite des commissaires européens. À partir du moment où elle perd l'apparence d'honnêteté, on a été jusqu'à l'apparence, donc c'est quand même terrible, elle doit normalement être suspendue. Et on s'est rendu compte qu'il y a une espèce de partenariat politique entre la plupart des familles, il y a une entente avec les cours et tribunaux, et en fait, personne ne veut la remettre en cause et la faire tomber. Donc c'est comme si on la protégeait envers et contre tout. Donc là, ça crée un problème démocratique qui est vraiment très important. Alors, autre illustration de l'importance que prennent les lobbies au sein de l'UE, en janvier dernier encore, on a appris, par exemple, que la Commission européenne a financé des ONG environnementales pour faire pression sur les députés et les États membres en faveur du Green Deal. Pas si green que ça finalement, puisqu'il comporte aussi des renoncements qui limitent son impact écologique réel. Il y a une espèce de fonctionnement presque spontané de l'activité du lobbying qui pense parfois prendre à bras le corps des causes justes, mais en fait renforce un fonctionnement très capitaliste, très axé sur le bénéfice aux plus puissants. En fait. Pour vous dire, c'est une artificialisation d'une opinion publique. Donc en fait, vu que l'élite européenne est complètement déconnectée du peuple, elle fabrique une représentation populaire. Et donc, pour ça, elle a besoin d'argent. Et donc, en fait, elle finance massivement des lobbies. Moi, j'en ai trouvé avec des taux de financement de la Commission européenne qui sont de 90%. Et donc, comment on peut appeler ça une ONG ? Ça ne peut pas être non gouvernemental. À partir du moment où c'est majoritairement financé par la Commission elle-même. Et donc, en fait, on voit très bien que Ursula von der Leyen, qui n'est pas n'importe qui, en fait, c'est une double lobbyiste. Avant de finir à la Commission européenne, en dehors du fait qu'elle a une carrière en Allemagne, elle a été lobbyiste pour le World Economic Forum, donc qui regroupe des centaines d'entreprises qui sont des d'énormes capitalisations d'à peu près tous les secteurs, le pharmaceutique et autres. Et en même temps, elle a été lobbyiste chez MSC, donc un lobby de défense, qui est sponsorisé de manière très importante par Lockheed Martin.
Et donc, on voit bien que dans ses prises de décision, quand elle fait du réarme et qu'elle veut mettre des centaines de milliards à disposition, en fait, ça rend compte quand même les intérêts financiers des lobbies qui l'ont soutenue et pour lesquels elle a travaillé précédemment. Donc, ça pose réellement un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on voit maintenant la Commission complètement débridée dire, au final, en fait, le Parlement, vu qu'il m'embête, je vais financer des lobbies qui vont porter mon message politique et ça va passer pour une sollicitation extérieure de la Commission. Donc en fait, normalement, la Commission, si on lui fait une sollicitation populaire massive, elle est censée pouvoir dire « Ah, j'ai l'initiative, donc je mets en place une nouvelle législation ». Mais en fait, elle prend l'argent public, qui est parfois même pas dans son budget. C'est-à-dire qu'elle fait des dépassements budgétaires. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que vous, dans votre pays, elle dit « Vous avez la rigueur budgétaire ». Pas plus de 3% d'endettement public. Et puis elle va faire quoi? Réduire vos services sociaux, réduire les services publics comme l'hôpital. Donc on va dégrader la qualité de services publics pour la population. On va faire pression sur le chômage, on va faire pression sur les pensions. Et la Commission, de son côté, elle n'a pas de limite de budget. Donc en fait, elle est totalement dépassant le budgétaire. C'est l'austérité, mais pour les autres. Exactement, pour les autres. Mais alors par contre, pour ces lobbies, il n'y a pas de problème. Elle peut lâcher des centaines de millions, voire des milliards. Et on dit, mais ça, c'est pas ce qu'on veut de la dépense publique. Et si vous voulez l'auditer, cette dépense publique, la Commission viole votre droit de transparence. Donc on est vraiment face... Vous savez, normalement, l'Union européenne, c'est ça qui est devenu un peu terrible, c'est que quand je vois une génération de mes parents, ils vont avoir un a priori positif sur l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, l'Union européenne, c'est la paix, la prospérité et en fait l'unité dans la diversité culturelle et par exemple les langues, l'histoire des peuples européens. Et donc ça, je pense que majoritairement ça fédère les gens. On est tous contents d'avoir des voisins italiens, des voisins de tous les pays, de pouvoir circuler. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On n'a pas une union pour la paix, on n'a pas une union pour la prospérité. Quand on nous dit qu'on crée un espace de paix, de sécurité, de justice, on voit tout le contraire. Et donc là, il y a véritablement un problème. C'est-à-dire que les institutions, finalement, sont devenues le contraire ou portent le contraire du projet européen éventuellement auquel on peut adhérer. Donc c'est ça qui est devenu terrible aujourd'hui. On a des institutions qui deviennent antidémocratiques et qui deviennent vraiment totalitaires, qui mettent en place des outils de contrôle, qui financent justement des opinions artificielles et qui appauvrissent de manière significative les populations. Et ça devient intolérable. Mais Frédéric Baldan, il y a une opposition à Ursula von der Leyen, à la Commission européenne. Il y a des personnes qui idéologiquement sont opposées à ce genre de pratique. Pourquoi cette opposition ne se mobilise pas globalement pour empêcher la propagation du lobbying? Pour être honnête, pour les avoir fréquentés pendant 10 ans, j'ai quand même du mal à croire la sincérité des politiques. Donc en fait, quand vous les voyez sur un plateau de TV, ils sont capables de s'insulter l'un l'autre. Moi, j'ai vécu ça en Belgique avec les gens de gauche et de droite. Je les vois sur un plateau TV et puis ils sont en train de se jeter des noms d'oiseaux en disant c'est terrible, l'autre est le cancer du pays. Et puis après, je les revois dans le Parlement européen. Et puis là, je t'ai fait un petit cadeau, ça va, tu vas bien, tu voulais l'acheter, je te l'ai offert. Et donc, en fait, c'est une mise en scène quand ils sont en public. En fait, ils font semblant de se détester, mais au final, quand ils doivent s'entendre, ils arrivent toujours bien à trouver des compromis. L'avantage de l'un pour l'autre. Et puis, donc, quelque part, c'est bien, ils stimulent l'animosité au sein de la population, ils stimulent la dichotomie, on monte une partie de la population contre l'autre partie, mais finalement, entre eux, ils s'entendent. Et c'est une entente de classe. Ça veut dire qu'en fait, finalement, nous sommes des simples citoyens et eux, ce sont des élus ou des fonctionnaires ou des représentants. Et donc, ils considèrent que ça leur confère un rang social. Même si c'est inconscient, ils sont toujours mieux entre eux. C'est comme un riche du Qatar est plus proche d'un riche français qu'un pauvre de chaque côté. Donc, c'est ça qui est vraiment interpellant aujourd'hui. C'est une déconnexion qui est physique, et sociétale aussi. C'est un peu comme s'ils faisaient sécession. Et donc moi je crois très très peu à ces oppositions en fait. Et elles sont de circonstance, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables de refaire des ententes demain. Ceux qui étaient dans l'opposition aujourd'hui, on le voit souvent en Belgique sur le droit à transparence d'ailleurs. Donc en fait on voit par exemple les Verts, quand ils sont dans l'opposition ils sont pour la transparence, quand ils sont à la majorité ils sont contre. Donc vous voyez, ça n'a ni queue ni tête. Et à aucun moment on s'intéresse à l'intérêt de la population. Et résultat, les entreprises qui font de l'influence au sein de l'Union européenne sont
hausse assez flagrante. Selon les derniers chiffres rendus publics par des ONG comme Corporate Europe Observatory ou LobbyFacts, 162 entreprises et représentants d'intérêts ont dépensé plus de 343 millions d'euros entre 2023 et 2024 pour tenter de peser sur les prises de décision dans l'Union européenne. C'est dans des secteurs comme le numérique, de la banque, l'énergie, la chimie, l'industrie pharmaceutique, évidemment, que l'on retrouve les organisations les plus dépensières. Ce sont des données assez inquiétantes quand même. Mais en fait, finalement, c'est parce que on a des institutions qui décident de donner un accès toujours plus grand et toujours plus facile aux caisses publiques, à ces grandes entreprises. Donc en fait, c'est des entreprises qui finalement font des bénéfices ou ont des marchés captifs qui leur sont garantis par les pouvoirs publics. Et en fait, est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics de faire ça ? C'est-à-dire que c'est l'idéologie qui est portée par le World Economic Forum. C'est de dire on fait du PPP, du partenariat public-privé. En fait, c'est très bien quand on a le public d'un côté et le privé de l'autre. Hein. Moi, je vois pas... En fait, l'union des deux s'appelle le fascisme. Hein. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Commission n'a plus de limite pour offrir l'argent public à toutes ces entités. Donc, c'est véritablement choquant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas autant de lobby si l'accès n'était pas aussi facile à l'argent public. Donc, il y a différents secteurs. Vous parliez du numérique. Quand on voit aujourd'hui, donc, par exemple, l'État veut créer, donc, à la demande de la Commission européenne, une obligation de facturation électronique. Pourquoi ? Pour contrôler ce que vous achetez, ce que vous vendez. Et en fait, c'est plutôt à l'avantage des grands groupes qui vont pouvoir licencier leurs services comptables. Donc ça va dire que ça va créer des chômeurs, hein, pour être clair. Et pour les petites entreprises, c'est des coûts en rente logicielle qu'il va falloir payer, alors qu'avant, ils arrivaient à se débrouiller par eux-mêmes sans payer rien à personne. Et donc, on voit bien que ces prises de décision sont antidémocratiques, à la demande de personnes, dans l'intérêt des plus grands groupes et défavorables au plus grand nombre. Et donc, c'est effectivement un problème. On voit des lobbies faire du lobbying pour l'identité numérique, pour les hubs de données, donc par exemple le European Health Data Hub, donc la capture de nos données de santé. Pourquoi ? Parce que sans notre consentement, ils veulent nos données. Ils veulent nous obliger à avoir des comportements sociaux qui sont définis par eux. Mais ça, c'est assez marrant parce que ce n'est pas tellement le libre marché. Et souvent, dans l'intérêt de grands groupes, souvent américains, le Health Data Hub dont vous parlez, qui profite à Microsoft notamment. Oui, donc même là, hein, de dire qu'après on fait une souveraineté et puis on va, quand il y a une élection aux États-Unis, ils vont dire attention, maintenant on veut l'indépendance européenne, la puissance européenne. En fait, on voit bien qu'au final c'est une farce, hein, c'est de la communication. Ils ont quand même offert nos données de santé à un grand groupe. Et en plus, quand vous prenez son historique aussi, hein, ils ont été impliqués dans le scandale de Prism, hein, qui avait été dénoncé par Edward Snowden. Et donc ça montre bien que c'est pas une entreprise qui est respectueuse de notre droit à la vie privée. Et dans ce secteur du numérique, il y a l'intelligence artificielle qui est en plein boom. Et là aussi, conflit d'intérêts en pagaille, notamment dans l'entourage de Mme von der Leyen. Moi, ce que je remarque, c'est qu'au final, quand elle était ministre allemande, elle a fait des prestations fictives dans les cabinets de conseil. On y retrouve son fils. Dans le pharmaceutique, il y a son mari qui est chez Orgenesis. Heiko von der Leyen, parce qu'elle s'appelle Albrecht et son mari s'appelle von der Leyen, mais elle a le droit en Allemagne de porter le nom de son mari. Et donc, lui, il est dans le pharmaceutique. Et puis après, on a son frère qui est dans l'intelligence artificielle du côté de Berlin. Donc ça veut dire c'est compatible avec le rôle institutionnel de la présidente de la Commission. En fait, quand je lis les traités, déjà, je comprends qu'elle n'aurait jamais dû être candidate à cette fonction. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé en Belgique de faire obstacle à sa reconduction. Donc j'ai demandé à un tribunal en fait de lui interdire d'être candidate. Pour vous dire comment ça s'est passé, c'est assez drôle parce que finalement, vu que j'étais devenu lanceur d'alerte, donc j'ai en fait dénoncé à l'autorité judiciaire les comportements de Mme von der Leyen que j'avais appris en étant dans le Parlement européen. Et donc de ce fait-là, il y a une directive lanceur d'alerte qui doit normalement me protéger. Et donc, comment on protège un lanceur d'alerte ? On inverse la charge de la preuve. Ça veut dire que quand il lui arrive quelque chose, on attaque ses revenus, on attaque sa crédibilité, on lui fait des contraintes diverses. En fait, normalement, on inverse la présomption. Donc, on dit, c'est supposé être une représaille. C'est pas au lanceur d'alerte de prouver que c'en est une. Donc, quand on les a amenés devant les tribunaux, première surprise, ils se présentent pas au tribunal. Donc, on dit, ils ont la charge de la preuve, ils se sont pas présentés, on va gagner. On plaide pendant 1h30, et finalement, le juge me condamne. Face à personne. Il n'y a aucun avocat qui arrive à comprendre ça. On replaide une deuxième fois. Il ne se présente pas. On arrive à faire une troisième audience. Donc je vais dans leurs locaux avec un huissier de justice donner la citation au secrétaire du parti. Donc c'était une scène assez épique. Et en fait, on se rend compte à partir de là, il se présente
alors c'est devenu un peu drôle, se présentent au tribunal à la 3e audience. Ils se font représenter par le cabinet Papas, qui est en fait le cabinet qui a défendu Eva Kaili. Donc Eva Kaili, c'est la députée européenne grecque, qui a été mise en cause dans le Qatargate, qui avait des billets de banque qui traînaient un peu partout. Et donc après ça, ce cabinet de lobbying, quand j'analyse, ce cabinet d'avocats est un cabinet de lobbying, j'analyse sa demande sa déclaration de transparence, je me rends compte qu'en fait, il devrait être radié du registre parce qu'il cache des clients. Après ça, ils viennent en audience, devant la juge, dire « Mais Ursula von der Leyen, c'est pas la candidate du PPE. » Donc, en fait, c'est pas la candidate de son parti. Donc, on a quand même des lobbyistes avocats qui sont arrivés à dire ça à la cour. Donc, c'est pour vous dire le niveau d'absurdité. Et donc, en fait, au final, personne n'a pris la responsabilité de dire sa candidature. Elle est poursuivie pénalement par 2 États membres. Elle a été lobbyiste auprès de lobbies majeurs. Elle n'a même pas arrêté d'avoir des liens avec eux. Et elle continue, avec sa fonction, à aller chez eux, à porter les programmes de ces lobbies. Alors que normalement, elle doit exercer sa fonction en indépendance. Elle ne peut pas être subordonnée à une autorité tierce. Et donc là, c'est choquant. C'est-à-dire qu'elle coche toutes les cases pour ne pas pouvoir exercer cette fonction. Et apparemment, c'est la seule à Bruxelles qu'on a proposé comme candidate. C'est devenu de la folie. Moi, en fait, c'est simple. C'est historique dans l'histoire de l'Union européenne que 2 États membres aient été dans une plainte pénale qui accusait madame de corruption, et elle qui était normalement censée être choisie parmi les personnes les plus à même de représenter l'intérêt de l'Union. Mais il faut imaginer, l'intérêt de l'Union, c'est l'intérêt des États membres. Et donc, en étant poursuivi pénalement, moi, je ne vois pas comment sa candidature était compatible. Et comment on en est arrivé là ? Comment une seule personne peut avoir un tel pouvoir dans une institution aussi vaste que lui ? Je dirais que, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle a été lobbyiste dans des lobbies très importants. Donc, par exemple, le World Economic Forum, c'est des centaines d'entreprises de grande taille. Son budget dépasse le budget de mon service de renseignement national. Et donc, ils ont des privilèges de quasi-État. Quand on voit chez MSC, ce sont les industriels de la data, ce sont les entreprises d'armement. Et donc, en fait, c'est comme si elle avait derrière elle les lobbies de l'armement, du pharmaceutique et de tout ce qui est IT, intelligence artificielle, numérique et data. Et donc, ça fait une puissance de feu colossale, plus des intérêts de puissance étrangère qu'elle peut porter. Et donc, quand on voit ça, c'est pour ça qu'elle est très difficile à faire tomber. C'est parce qu'en fait, elle permet en fait à tous ces lobbies de s'enrichir financièrement au détriment de la collectivité grâce au budget de la Commission européenne, ou en tout cas à l'argent magique de la Commission européenne. Et donc la soupe est tellement bonne que personne ne veut qu'elle tombe. Grâce à elle, en fait, ils ont accès au jackpot. De toute façon, elle met l'argent à disposition. Et pendant ce temps-là, on voit une population partout dans l'Union européenne de gens qui sont de plus en plus pauvres, avec un service public de moins en moins bonne qualité. Et donc après, ils vont nous expliquer qu'il y a des gens qui sont anti-européens. Mais c'est presque une farce. Ça veut dire que nous, on a toujours à cœur de former le même projet que nos voisins. C'est-à-dire on veut être en paix, on veut la prospérité et on veut le respect et l'union dans la diversité. Mais ce qu'on ne veut pas de ces organisations criminelles comme institutions. Donc, et c'est là que ça devient terrible. C'est que en fait, on pourrait croire qu'on est devenu anti-européens, alors que c'est eux, les premiers anti-européens sont eux. Mais comment distinguer, parce qu'en soi, le lobbying pourrait être une activité totalement vertueuse. Comment distinguer l'influence légitime des entreprises de pratiques de lobbying excessives ou opaques ? Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu une question, parce que moi, par exemple, j'ai souvent fait les petits contre les grands. Donc, par exemple, attaquer un monopole. Parce qu'en gros, la réglementation avantage une grande entreprise par rapport à une petite. Exactement. Aussi, il y a des formes de lobbying qu'on n'imagine pas, ou en tout cas dans la conscience populaire. Normalement, c'est essayer d'impacter la prise de décision publique au travers de son décideur. Donc, c'est ça tout l'art du lobbying. C'est d'arriver d'exercer une influence sur le décideur pour influencer la décision. Il y a par exemple des activistes de la transparence. Au sens de la réglementation, ce sont des lobbies. Voilà, ce sont des lobbyistes. Mais maintenant, ce qu'ils font, par exemple, donner la transparence des mandats, faire des plateformes pour demander la copie de documents administratifs, c'est pour l'intérêt commun. C'est un intérêt commun. Donc, mais c'est finalement une fraction extrêmement minoritaire. Et je dirais que c'est un peu comme dans les médias. Ça veut dire que plus il y a de subventions publiques, plus il y a de conflits d'intérêts, plus il y a on s'éloigne de l'intérêt commun et de la recherche de biens communs. C'est-à-dire qu'un média qui est massivement subventionné, il n'est pas indépendant du pouvoir. Là, pareil, c'est-à-dire des lobbies qui dépendent pour leur existence de subventions qui soit deviennent de grosses fondations, soit deviennent de la Commission européenne. Ils n'ont aucune indépendance et ils n'ont pas de place là. Et après, il y a les multinationales qui, en fait, pour la plupart, ils ont un rôle totalement toxique. C'est-à-dire qu'ils veulent créer des marchés captifs, prendre des décisions qui sont contraires à l'intérêt général. Quand on voit le lobbying de Pfizer
pour faire accepter son produit. Enfin, son produit, il faut quand même comprendre, les écologistes me font halluciner parce que pendant des années, ils se sont battus pour qu'on n'ait pas d'OGM dans nos assiettes. D'accord ? Et là, à l'occasion de la crise, Pfizer fait une nouvelle technologie, c'est une technologie OGM, et l'injecter dans le corps humain, c'est pas grave, on peut suspendre le cadre qui oblige de faire des enquêtes, par exemple, de biorisque. Et on dit, mais c'est de la folie. Et donc, c'est à l'avantage financier de ce lobby. Et en fait, on voit que les grandes entreprises se sont même coalisées. Et on fait des plateformes pour dire, voilà, en fait, on veut maintenant créer ce qu'ils appellent des vaccins, mais de nouveaux produits, de nouvelles technologies, à mettre sur le marché en 100 jours. Et alors, qu'est-ce qu'ils identifient comme obstacle ? Donc, c'est par exemple le lobby CEPI. Ils identifient les cadres réglementaires. Donc, en fait, le fait qu'il faut faire des études de sécurité, il faut bien tester le produit. Non, ce que l'industriel veut, c'est le mettre directement sur le marché et bypasser tout ce qui défendait notre intérêt de consommateur. Et en plus, pouvoir payer éventuellement l'agence du médicament, de financer, de contribuer à son budget. Donc, on voit bien que là, c'est un énorme problème. Eux, leur but, c'est de faire du profit. Parce qu'on n'a peut-être pas, nous, forcément l'expertise scientifique, mais au moins mettre en concurrence ces entreprises pharmaceutiques pour choisir celui qui serait le plus à même à... La concurrence, c'est une chose, mais en plus, notre confiance, elle dépend des pouvoirs publics. Et en fait, quand les pouvoirs publics agissent comme Ursula von der Leyen sans transparence, il n'y a pas de confiance à avoir. Et l'agence du médicament, quand elle agit comme elle a agi là-bas, avec une négligence grave, en fait, on ne peut plus lui faire confiance. En fait, à la fin, on perd la confiance du public dans le médicament. Et c'est à cause de ces pratiques qui sont vraiment mafieuses. D'ailleurs, mafieuse, c'est pas mon mot, c'est celui de la médiatrice de l'Union européenne, Emily O'Reilly, qui maintenant n'est plus là, qui est partie, mais qui avant de partir a quand même dit c'est de la maladministration, la commission se comporte comme la mafia sicilienne. Donc là, on voit bien qu'on a un problème assez grave avec l'industrie. Et alors Ursula von der Leyen, elle est quand même fantastique parce que en fait, c'est ces grandes entreprises qui voulaient acquérir nos données, qui voulaient nous vendre des produits mis sur le marché à la va-vite, sans test. Et bien en fait, elles avaient un lobbyiste qui s'appelle Peter Piot, qui est un Belge. Et Ursula von der Leyen, donc par exemple, il est payé par la fondation Bill et Melinda Gates pour faire des recherches. Donc il a un conflit d'intérêt ouvert et majeur, parce que cette fondation a un intérêt financier certain dans la crise. Et en fait, Ursula le prend comme conseiller indépendant. Et en fait, au final, qu'est-ce qu'il fera quand il sera au sein de la commission ? Il mettra en œuvre le projet porté par le lobby qui le soutenait et dont il a fait partie. Donc là, on voit bien que c'est un festival de conflits d'intérêts et que c'est plus du tout la recherche du bien commun qui est voulue par les pouvoirs publics. Donc c'est assez choquant pour moi. C'est une espèce de dérive avec un je m'en foutisme, c'est-à-dire qu'ils se sentent débridés, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire et quelque part, ils ont raison parce que la justice ne les sanctionne pas. En fait, c'est simple. Le viol, c'est interdit. Si on arrête de le poursuivre, on a une explosion des viols. Pour nos droits fondamentaux, c'est pareil. Ils violent nos droits fondamentaux en permanence. Aucun magistrat ne les sanctionne. Alors eux se disent, cette règle n'est pas effective, elle n'existe pas, elle ne me concerne pas. Et donc on a une augmentation de cette criminalité politique et de fonctionnaires. Alors dans cet engrenage, vous, en tant que lanceur d'alerte, vous avez fait l'objet d'une forme de verrouillage technocratique à Bruxelles. Ce dernier jugement va-t-il changer les choses? Et comment s'est manifesté ce verrouillage, cette censure dont vous avez fait l'objet? D'abord, je suis très, très content que vous m'ayez invité parce que on voit qu'une partie des médias seulement a couvert l'affaire pénale. Vous savez, Michèle Rivasi, la députée écolo française, considérait, c'est pour ça qu'elle m'avait invité dans les locaux du Parlement européen, que pour défendre les lanceurs d'alerte, la première chose qu'on fait, c'est les mettre en lumière dans les médias pour éviter qu'ils soient victimes de représailles. Et on voit qu'une grosse partie de la presse mainstream a soit couvert de manière anormalement légère l'affaire, parce que c'est quand même 35 milliards d'euros avec 1000 parties civiles contre Ursula von der Leyen et les autres. Pour vous dire, dans une salle d'audience, vous n'avez pas pu pénétrer, mais d'abord, il n'y a pas de salle d'audience assez grande pour audiencer l'affaire. On a dû nous mettre dans une salle d'événementiel du palais, et les victimes ont dû se mettre derrière les avocats de la partie adverse parce qu'elles étaient trop nombreuses. Donc on a rempli la salle avec des victimes. Donc ça vous montre bien qu'il y a une disproportion. Et là, la presse n'a pas joué son rôle de contre-pouvoir. Peut-être parce qu'elle est financée, peut-être parce qu'elle a peur, peut-être... Il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer, mais en tout cas, je prenais l'exemple qui me plaît maintenant, c'est TF1. Donc TF1 est arrivé à nous dire que le 20 janvier, il y a eu un jugement qui m'était défavorable, donc a même fait disparaître les autres plaignants, a fait disparaître les États membres. Et ce jugement, il porte sur une affaire qui n'a jamais été évoquée par TF1.
C'est pas faute d'avoir envoyé des informations à la presse, c'est pas faute d'être passé même dans l'AFP parfois. Et là, on voit que des grands médias qui normalement auraient dû informer le public ne l'ont pas fait. Et des médias comme le vôtre ont fini, et d'autres, il y a dans les médias indépendants, l'ont fait. Donc c'est un vrai problème à ce niveau-là. C'est le rôle de la presse, et puis le rôle, en partie même des ONG, qui devraient batailler toutes pour les droits fondamentaux. Et puis la justice qui, en fait, finalement, ne joue pas son travail de contre-pouvoir. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation qui est pas désespérante, mais qui démontre la faillite institutionnelle. Et donc vous, en tant qu'individu, vous vous retrouvez bloqué dans votre activité. Alors, si vous voulez, donc, en matière de représailles, donc moi j'ai été radié. J'expliquais, j'avais été invité par Michel Rivasi. Donc, en fait, 3 heures après avoir donné une conférence de presse avec elle sur la plainte et ma demande de suspension d'Ursula von der Leyen faite à la CJUE, donc la Cour européenne de justice, et au tribunal pour l'Union européenne, en fait, je finirai radié par la Commission européenne. Ils entameront un processus et la personne qui va me radier, enfin qui va faire cette opération et qui me fera un contrôle arbitraire, en fait, ça s'appelle Madame Oliva Naviles, qui n'est plus en charge aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce que c'est elle qui était en charge de la transparence des SMS et des contrats. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la CJUE dit que les SMS, j'étais en droit de les obtenir. Eh bien, la personne qui les a retenus, entre autres, c'est Madame Oliva Naviles, celle qui m'a fait radier. Parce que je te les ai demandés, parce que j'ai déposé une plainte pénale. Donc, oui, effectivement, mais aujourd'hui, quelque part, je vous dirais que quelque part, ces institutions sont toxiques. Le milieu du lobbying, j'ai passé presque 10 ans dedans, il est toxique. En fait, vous voyez bien que c'est de plus en plus nocif. Alors peut-être qu'au départ, on est un peu innocent, comme ça, on peut voir le côté multiculturel. On voit des gens de tous les pays parler dans toutes les langues. Ça a un côté fantastique et c'est un peu émouvant quand on est dedans. Et j'ai vu des assistants parlementaires me dire la même chose. On a le même ressenti sur cette diversité culturelle. Mais finalement, il y a une propagande, il y a un conformisme, il y a un phénomène d'élite qui se contrefout des gueux ou des masses populaires qu'ils méprisent. Et donc ça, aujourd'hui, quelque part, c'est... comment dire, je me sens mieux dans la vie en ne les fréquentant pas au quotidien. Donc je préfère beaucoup la position que j'ai aujourd'hui. Quelle suite est-ce que vous attendez de ce SMS Gate ? Est-ce qu'il faut que Ursula von der Leyen soit personnellement sanctionné? Est-ce qu'il faut une remise en question plus profonde de nos institutions européennes? Alors, moi je dirais que d'abord, la CJUE, si elle était cohérente avec elle-même, elle dirait qu'il y a un code de bonne conduite des commissaires européens. Madame von der Leyen n'a pas communiqué ses SMS, elle a organisé la rétention pendant plusieurs années. Elle n'est pas innocente parce qu'elle est coutumière du fait, elle l'a déjà fait en Allemagne. Voilà. C'est la 2e fois qu'elle le fait, c'est bien un mode opératoire. Donc elle a perdu son apparence d'honnêteté. Le code des commissaires prévoit que la CJUE doit la suspendre. C'est aussi simple que ça. Et donc en fait, les outils aujourd'hui pour le faire, ils sont là. Ce qui manque, c'est la volonté de le faire. Et donc c'est assez marrant parce que parfois les gens me parlent de réécrire des traités ou comment on peut légiférer. Mais en fait, il n'y a pas de problème législatif. Les textes sont là. Le vrai problème, c'est qu'on ne les applique pas. On n'a pas un problème de droits fondamentaux. Ils sont relativement bien écrits. Ils ne sont pas toujours parfaits. Mais le problème, c'est que les institutions qui doivent les faire respecter, les droits de l'homme, les violent elles-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut agir là-dedans ? Et donc, en fait, à mon sens, vous savez, si on veut agir sans violence, il y a des méthodes de conformité sociale. Quand il y a un grand groupe qui forme une masse qui impose un consensus, en fait, en général, le reste du groupe va se conformer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que eux ont créé des barrières physiques, c'est-à-dire des sas à l'entrée, des bâtiments, des services de sécurité. On ne les croise pas dans la rue. D'accord ? Donc on n'a aucun contact physique avec eux. Et en fait, c'est ce qui leur permet de ne plus être comptables des conséquences de leurs actes. Ça leur permet d'être maltraitants avec nous sans conséquences. Et donc je pense que collectivement, on doit maintenant commencer à aller à leur contact, de manifester le fait qu'on n'est pas d'accord. Et c'est une façon, en fait, de remontrer à ces fonctionnaires, dont certains sont des gens admirables. Vous savez, j'ai écrit un livre sur Ursula von der Leyen. Beaucoup de fonctionnaires de la Commission sont venus en chercher et me dire en fait, on vous remercie parce qu'on ne supporte plus cette femme. Elle détruit qui on est, elle détruit notre institution, elle nous salit. Et donc je pense vraiment qu'il y a un travail collectif non violent à aller faire. Et pareil avec les magistrats. Pourquoi les magistrats prennent des décisions pareilles ? Parce qu'on ne va pas à leur contact. Ils vivent dans leur monde, ils sont dans leurs tribunaux, ils vont jouer au golf ensemble. Mais en fait, à un moment donné, on doit, nous, comme groupe social, dire on n'est pas d'accord.
Encore une fois, je ne pense pas que la violence soit une option utile. Donc voilà. Et quelque part, les différentes actions juridiques ou judiciaires, à certains, ils peuvent se dire oui, mais vous avez perdu dans telle circonstance. Mais en fait, on gagne quelque chose. On gagne une information qui est on délégitime ce système. En fait, ce système, collectivement, n'en veut plus. On est vraiment dans la faillite institutionnelle. Donc en fait, comment on fait pour collectivement s'entendre? Et même, je vous dirais, indépendamment des politiques. Moi, j'ai une allergie à eux pour vraiment l'essentiel. Donc voilà. Mais comment on fait pour se réorganiser, pour dire on veut de la démocratie, on va l'imposer. On veut des droits fondamentaux, on va les imposer. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Baldan d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir entretenus sur Ursula von der Leyen et ce monde des lobbies au Parlement européen, dans l'Union européenne. Et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov ou sur la chaîne YouTube du média, le Média 24/7 et sur le mediatv.fr évidemment. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous avez regardé sur YouTube ou bien à nous contacter par mail à contact@lemediatv.fr si vous nous regardiez à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez le travail de journalistes véritablement indépendants de pouvoir politique et de l'argent en allant sur le mediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne suite des programmes.